Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Franck Lanoux. Il est l'auteur, effectivement, du livre Dictionnaire amoureux de la radio et ancien patron de RMC. Bonjour Franck. Bonjour. Peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer? Oh là, j'ai un parcours très simple. Moi, je suis tombé dans la radio quand j'étais petit, quand j'étais enfant. Et la chance que j'ai, c'est qu'à 20 ans, c'est un secteur qui va se libérer totalement avec en 81 le début des radios libres, ce qui fait que je suis monté assez rapidement dans la vague FM, donc, de tout début des années 80. Et puis, j'ai travaillé pour RFM, qui à l'époque était une grosse radio locale à Paris, et puis qui est devenu un grand réseau national qu'on connaît. Puis après, j'ai fait Énergie, j'ai lancé Énergie à Toulouse, Montpellier. Je suis remonté à Paris pour faire tous les lancements des stations énergie partout en France. Et puis après, je suis devenu consultant indépendant. Je travaillais pour RTL, je travaillais pour Europe. Je suis devenu patron du réseau Europe 2. Et puis j'ai repris mon indépendant. Et là, j'ai beaucoup travaillé pour l'international. Donc j'ai lancé ou restructuré des radios en Roumanie, en République tchèque, en Russie, en Hongrie. Et puis en 2000, j'étais en Roumanie et mon ami Alain Veil m'a appelé pour me dire je vais racheter RMC et on va le faire ensemble. Et donc je suis parti dans l'aventure Next Radio TV puisque ça a commencé par la reprise d'RMC, puis la reprise de BFM Radio, puis la création de BFM TV, puis la création d'RMC Découverte et d'RMC Story. Et j'ai quitté donc il y a maintenant 1 an et demi le groupe Next Radio TV qu'on avait donc créé en 2000. Et là, tu viens donc de sortir le Dictionnaire amoureux de la radio. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre, dans ce dictionnaire? Oh, c'est une collection bien connue qui est chez Plomb, qui existait depuis une vingtaine d'années. Ils avaient tout fait, je crois, et ils n'avaient jamais fait la radio. Donc, je me suis interrogé pour savoir pourquoi cette belle collection n'avait jamais fait le Dictionnaire amoureux de la radio. Et en fait, quand j'ai compris que c'était compliqué pour eux, c'est un sujet qu'ils devaient faire, mais ils ne savaient pas comment le prendre. Et donc, j'aurais proposé de faire un ouvrage collectif, c'est-à-dire de réunir plus d'une centaine de personnalités de la radio et que chacun écrive un mot du dictionnaire. Et donc, c'est ça que j'ai réussi à leur vendre. Et en fin de compte, fin août dernier, il y a un peu moins d'1 an, donc, je me suis mis en quête de 114 personnalités. Chacune a écrit un mot du dictionnaire. Et donc, on a pu sortir le mois dernier le Dictionnaire amoureux de la radio, qui est un livre qui fait maintenant 600 pages, et dans lequel on retrouve toutes les plus grandes personnalités de la radio. Et on parle de tous les métiers, mot après mot, écrit chacun par une personnalité de la radio. Et donc, t'es parti, en fait, en faisant des recherches à la base, t'as recherché des phrases clés, t'as recherché des interviews, t'as réécouté effectivement beaucoup de documents? En fin de compte, il s'agit de s'écrire un dictionnaire, donc on doit quelque part réunir, une fois que le dictionnaire est complètement écrit, on doit bien évidemment embrasser le sujet complètement. Donc j'ai été chercher tous les aspects techniques, humains, des émissions, les métiers, les endroits où on fait la radio, les plus belles valeurs aussi qu'on peut attribuer à ce média. Et puis j'ai été ensuite appeler des personnalités, leur proposer des mots, ou spontanément eux avaient des mots qu'ils me proposaient. Et on se retrouve donc au bout de 6 mois avec ce dictionnaire qui comporte 117 entrées. Moi, j'en ai écrit 3 et donc 114 personnalités, chacune ayant écrit son mot. Et quand tu écris, Franck, tu écris plutôt sur papier ou tu écris sur ordinateur? Non, c'est sur ordinateur. Alors déjà, l'idée, c'était d'aller faire le casting, donc d'aller rencontrer toutes ces personnalités, les convaincre de se joindre à cette œuvre. Ensuite, de choisir un mot avec chacune d'entre elles, de les laisser travailler 1 mois ou 2, de faire des différentes allers-retours, navettes, et puis voilà. Puis il y en a aussi que j'ai interviewé, il y en a pour qui j'ai écrit parce qu'il n'y avait pas tellement le temps, donc j'ai fait ce travail en collaboration avec eux, et puis il y en a certains qui m'ont vraiment donné directement leur texte, tout bien écrit, et donc après tout ça bien sûr se fait oralement, par email, par ordinateur, et à la fin vous avez un joli fichier qui fait donc les 600 pages et que vous remettez à votre éditeur par email un jour. Il y a eu des coupes par rapport à l'éditeur. L'éditeur a voulu changer des choses, non? Non, pas du tout. Il m'a laissé assez libre du casting déjà, ce qui était un élément intéressant, même important. Là-dessus, il n'y a pas eu de sujet. On a eu des discussions, bien évidemment, sur le casting, mais je reconnais que là, il n'y a eu vraiment aucun sujet avec eux.
Et puis après, sur la correction des textes, bien évidemment, c'est un éditeur, donc il a son rôle à jouer à ce niveau-là, donc il donne beaucoup de conseils pour écrire bien français déjà, et puis ensuite pour justement avoir quelque chose qui tienne la route, parce que avec tous ces contributeurs, on a aussi des différences de style, donc à la fin, il faut quand même qu'il y ait un livre qui se tienne, et donc là, il faut qu'il y ait d'unité, et donc il y a un travail qui se fait avec l'éditeur pour faire en sorte d'avoir un livre qui tienne la route à la fin. Le dictionnaire amoureux de la radio, donc chez Plon, a été tiré à combien d'exemplaires ? Il y a un premier tirage assez classique, je crois qu'il y a 5000 exemplaires, et puis après, il y aura sûrement ça. C'est un livre qui n'est pas temporel, donc une chose qui est sûre, c'est que tout peut lui arriver dans les années qui viennent. C'est un dictionnaire sur un sujet, donc bien évidemment, il y aura d'autres tirages qui peuvent arriver en fonction du succès du livre. Alors, peux-tu nous raconter une journée type de travail, du matin jusqu'au soir ? Comment ta journée, effectivement, se décompose ? Dans le cadre de l'écriture de ce livre, ça s'est fait sur 6 mois, avec pas forcément des journées types, mais en même temps que j'ouvrais mon casting, donc j'appelais beaucoup de gens au tout début, je convenais de rendez-vous, j'allais leur présenter le projet. Il y en a que j'arrivais à traiter uniquement par téléphone, pas bien souvent, mais ça pouvait arriver. Certaines personnes que je connais particulièrement bien, avec qui c'était facile de discuter. Et puis après, au fur et à mesure de l'avancement, bien évidemment, les différentes étapes se chevauchent. Donc, les premiers que j'ai prévenus, on arrivait ensuite, quelques semaines plus tard, à récupérer les textes, à faire des phases de correction, des allers-retours avec l'éditeur. En même temps, j'en briefais d'autres, en même temps, j'en rencontrais d'autres. Enfin, il y a toute une série d'étapes successives. Donc, le premier casting, je l'ai fait début septembre, et la dernière personne que j'ai dû convaincre, j'ai dû faire en décembre ou tout début janvier, afin de remettre fin janvier l'intégralité du texte, corrigé, validé avec l'éditeur. Et toi, en tant qu'auditeur, qu'est-ce que tu aimes écouter comme radio ? Quels sont les programmes effectivement qui t'interpellent ? Je sais pas, moi j'ai dirigé des radios pendant longtemps, presque 35 ans en fin de compte, puisque la première radio que j'ai dirigée c'était Énergie à Toulouse en 85. Et donc c'est toujours un peu difficile de dire comme ça spontanément les radios que j'écoute ou que je délaisse, tellement quelque part j'ai le sentiment d'avoir laissé un peu de moi dans chacune des radios pour lesquelles j'ai travaillé. Disons que moi j'écoute assez facilement ma propre musique, donc pas forcément beaucoup les radios musicales dans leur tranche musicale. Par contre, je suis quand même très intéressé par l'actualité, et donc là, je me fais un gentil zapping le matin ou en fin de journée, en fonction de l'actualité, bien évidemment. Et comment tu perçois effectivement la radio ? Tu as le sentiment qu'elle a énormément évolué. On dit que la radio perd des auditeurs de plus en plus. On dit qu'également que la radio a changé. Alors que la radio change, c'est normal, c'est un terrain de jeu magnifique, il faut qu'il se passe plein de choses. Par contre, il y a tellement de radios différentes, ce serait difficile en fin de compte d'avoir une espèce de synthèse comme ça globale sur le média. Je pense qu'il y a des choses qui évoluent bien, il y a des choses qui évoluent moins bien. C'est-à-dire que la radio en particulier, son vrai mérite, sa vraie force, c'est l'accompagnement, c'est le direct. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument préserver et ne pas faire uniquement des émissions complètement intemporel. Il y a des radios qui font ça très bien, bien évidemment. Donc, il n'y a pas de sujet, mais c'est sûr que le direct, le fait d'accompagner, de rythmer la vie des gens en direct est une valeur qui est propre à la radio, qu'aucun autre média ne réalise. Et donc là, je pense qu'il faut que la radio s'accroche quelque part à cette idée et évite de faire des émissions trop enregistrées ou trop intemporelles. C'est peut-être ça où en effet il faudrait qu'elle change un peu moins, parce que j'ai le sentiment en effet qu'on quitte un peu cette fonction-là pour faire en fin de compte parfois quasiment des radios qui sont des podcasts, ce qui à mon avis serait très dommage. Donc c'est là où en effet la radio elle doit quelque part un peu se méfier d'elle. Après, si les gens écoutent moins la radio, parce que en effet c'était le seul média qui était produit en direct, qui accompagnait les gens en direct dans leur vie, et donc ça c'était exclusif. Enfin, je veux dire, avant, vous étiez vraiment, votre connexion à la vie extérieure, c'était la radio. Aujourd'hui, c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux et votre smartphone, vous avez ce sentiment d'être connecté à la vie. C'est comme vrai que faisait avant la radio elle seule. Donc, c'est sûr que là, il
Il y a un territoire exclusif à la radio qui aujourd'hui est partagé avec les réseaux sociaux. C'est ça que la radio pourrait mal vivre. Mais en fin de compte, c'est quelque part une tendance un peu naturelle. C'est la technologie qui fait ça. On ne remet pas en cause la technologie. Bien souvent, on est forcé de la suivre. Et donc, les gens de médias, les professionnels doivent plutôt précéder la technologie et ses évolutions. Donc, il ne faut pas vivre ça comme étant quelque chose de mal ou de mauvais ou de rédhibitoire. Il faut l'accompagner et faire en sorte que la radio elle continue à avoir ces belles vertus qu'elle est seule à avoir. Oui, Franck, tu parlais de podcast, ça me donne l'enchaînement, justement. Le podcast, c'est s'adresser à une personne. La radio, c'est s'adresser à beaucoup de personnes, à un grand monde, à une grande population. En fait, comment tu perçois le podcast? Est-ce que tu penses que ça va tenir? C'est quelque chose, effectivement, qui va se développer, par exemple, le podcast natif? Moi, je pense que tout ce qui peut se faire aujourd'hui et se multiplie parallèlement a plutôt vocation à durer. Le problème, c'est qu'on a l'impression que quand il y a un nouveau système qui arrive, le premier va mourir. C'est une erreur. Tous les systèmes, quelque part, après, finissent par cohabiter. Donc, il n'y a aucune raison que demain, les podcasts disparaissent, par exemple. Aujourd'hui, tout le monde s'excite un petit peu sur ce type de production. C'est très bien. C'est de la radio à la demande, avec une espèce de catalogue sans fin où on vous raconte des histoires, en général avec beaucoup de talent. Et puis même, il y a les meilleurs podcasts, en général, ont une belle production sonore, un habillage, etc. Donc tout ça, c'est très valorisant pour le son. Et donc, bien évidemment, ça a forcément fonction à perdurer. Par contre, dire que ça va tuer la radio, c'est une erreur. Là encore, ce sont des choses qui ont des valeurs différentes, qui sont des modes de production et de consommation différents. Par contre, ça cohabite. Donc, c'est sûr que là encore, la radio, avant, elle avait une fonction un peu, un territoire exclusif, qu'elle partage aujourd'hui avec le digital, avec les podcasts, voilà. Mais bon, c'est ça qu'il faut savoir accompagner. Et quelque part, moi, je crois toujours que la technologie, elle finit par triompher. Et donc, tous ceux qui utilisent bien la technologie doivent cohabiter sans trop de sujets. L'Arcom est en train de développer de façon massive le DAB+. Est-ce que tu penses que le DAB+ va remplacer la FM? Est-ce que la FM, effectivement, est en train de vivre ses dernières heures? Non, alors les dernières heures, sûrement pas. Vous savez, c'est un peu le DAB+, qu'on soit très clair avec nos auditeurs. C'est un genre de TNT pour la radio. C'est-à-dire qu'on numérise, en fin de compte, les ondes. Et donc, on dispose d'une qualité parfaite. On a oublié déjà, mais avant, tu vois, il y a des coins en France où on recevait la télévision avec de la neige. Eh bien, nous aussi, on reçoit un petit peu la FM parfois avec un peu de grisouillis. Et donc, le DAB+, est censé gommer tout ça. Mais, quand on a développé la TNT en France, on avait inscrit l'extinction de l'analogique, au bout de 7 ans. Là, pour l'instant, en développant le DAB+, on n'a pas encore inscrit, entre guillemets, la mort de la FM, qui serait quelque part naturelle. Là, c'est un tuyau de plus. Donc, ça crée des frais de diffusion en plus, sans pour autant beaucoup des grands gains d'audience. Donc, il faut en effet certainement, maintenant que le train est parti, généraliser le DAB+, et un jour, pouvoir procéder à l'extinction de la FM, ce qui paraîtrait naturel. Comment tu te projettes dans un an, Franck? Comment tu te vois dans un an? Moi, écoutez, je sais pas trop. Je vais vous dire franchement, moi la radio c'était un rêve d'enfant. J'ai pu plonger dedans en arrêtant tout à 20 ans. Je me retrouve aujourd'hui, plus de 40 ans après, en ayant eu un parcours comme je pouvais même pas en rêver moi-même. Donc je vais vous dire ce qui va arriver dans les prochaines années. Je pense que ce sera également des bonnes choses. Je suis pas très inquiet. Je suis pas du tout un angoissé pour l'avenir. Et aujourd'hui, je fais la promotion de ce livre parce que je pense que la radio a besoin aussi de se réexpliquer. Elle a besoin aussi que les acteurs y croient davantage. Et je pense que ce livre, il peut vraiment pointer les éléments forts, les points forts de la radio. Donc pour l'instant, je m'attelle à faire la promotion de ce livre et faire en sorte qu'il soit le plus compris possible par tout le monde. Parce qu'il y a plein de choses à apprendre dans ce livre, plein de choses à apprendre des professionnels de la radio. Et donc ça, c'est quelque chose qui à mon avis, est très, très intéressant et très riche pour tout le monde. Et ce qu'il adviendra de moi dans un an,
très sincèrement, c'est pas vraiment mon sujet aujourd'hui. Donc, la seule chose que je me souhaite, c'est de pouvoir encore écouter la radio longtemps. Ok, allez, on va conclure cette interview. On est à 15 minutes pile. En fait, je vais te poser la dernière question qui intéresse les auditeurs, qui est le marqueur effectivement des experts. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Franck? Écoute, j'ai le sentiment que tu écoutes les réponses. Et ça, c'est pas toujours le cas chez les intervieweurs. Donc, je vais te féliciter sur ce point-là, parce que ça, c'est quelque chose qui a du sens. Et puis, souvent, quand on répond aux questions, on peut ne pas y répondre, ou on peut ne pas être très clair. Donc, je trouve particulièrement intéressant que la personne qui pose les questions écoute les réponses. C'est ce que tu as fait. Donc bravo. Belle manière de poser des questions et d'interviewer. Merci à toi, Franck. Franck Lanoux, donc le dictionnaire amoureux de la radio chez Plon. C'est disponible partout. Vous pouvez le retrouver effectivement chez tous les libraires. Un beau livre, un livre que vous garderez dans votre librairie. Merci, Franck. Un dernier point où on peut effectivement continuer à discuter avec toi si on a été sensibilisé par tes propos et si on a lu le livre, bien sûr, effectivement aussi le dictionnaire amoureux de la radio. Tu es sur les réseaux sociaux et où on peut te trouver? Oui, bien sûr, on va me trouver sur Twitter, on va me trouver sur Facebook, il y a aucun problème. Assez facile. Merci Franck. Merci, à bientôt, au revoir Philippe.